Dans cette ville marquée par des fractures sociales et raciales profondes, les lignes de séparation n'étaient pas seulement visibles, elles étaient palpables. Chaque quartier, chaque rue semblait avoir été délimitée par des frontières invisibles. Les riches résidaient dans les zones huppées du centre-ville, tandis que les quartiers périphériques abritaient des communautés issues de diverses minorités, souvent laissées pour compte par un système économique et politique qui ne voyait que la couleur de leur peau et leur statut. La couleur de la peau, surtout dans une ville comme celle-ci, avait une signification qui allait bien au-delà de l'apparence. Elle était un marqueur de statut social, une condamnation invisible mais puissante, une étiquette à ne jamais oublier. Jamal Carter, jeune homme noir de 22 ans, était l'un des rares à naviguer entre ces deux mondes. Né dans une famille où l'honneur et la loyauté envers la justice étaient des valeurs sacrées, il portait sur ses épaules un héritage qui ne lui laissait guère de répit. Son père, le général Elias Carter, était l'un des officiers les plus respectés du corps de police local. Un homme de principe, connu pour son courage et sa ténacité. Mais dans le silence des corridors du pouvoir, le général savait que la justice, bien que proclamée pour tous, était souvent plus généreuse pour certains et plus sévère pour d'autres, en particulier pour les Noirs de cette ville. Le général Carter n'avait pas fait de compromis sur ses valeurs, mais il savait pertinemment que la hiérarchie policière avait ses propres failles, ses propres préjugés enracinés. Jamal n'avait jamais voulu suivre les traces de son père dans la police. Bien que son père lui offrit des opportunités pour entrer dans la force, Jamal ressentait une dissonance profonde. Il respectait son père, mais il savait que l'institution qui avait forgé l'image du général n'était pas le lieu où il se sentait à sa place. Jamal aspirait à comprendre les systèmes de pouvoir qui oppressaient des millions de personnes comme lui. Il rêvait d'une société où les jeunes noirs n'étaient pas forcés de se définir par la couleur de leur peau ou de se plier à des attentes racistes et limitantes. C'est pourquoi il choisit de s'engager dans des études de sociologie et de droit civique à l'université de la ville. Il voulait analyser les racines des inégalités sociales, comprendre comment la race, la classe sociale et le pouvoir interagissaient pour créer des systèmes d'oppression, et, un jour, faire partie de la solution. Mais la réalité de la ville était implacable. Jamal pouvait se sentir différent, pouvait porter un bagage intellectuel qui lui permettait de rêver d'un monde meilleur, mais il savait que pour beaucoup, il était simplement un jeune homme noir. Dans une ville rongée par des mentalités racistes et des stéréotypes qui ne mouraient jamais tout à fait, la lutte semblait interminable. Même ses meilleurs efforts, ses réussites académiques, sa politesse et sa dignité ne pouvaient pas effacer cette étiquette invisible que le monde lui collait. Ce matin-là d'automne, tout semblait être comme d'habitude, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Le soleil perçait à peine à travers les nuages bas, et les rues étaient encore relativement calmes. Jamal se rendait dans le centre commercial local, un lieu qu'il connaissait bien, un endroit où il se sentait en sécurité, loin des grandes luttes sociales. Il y allait régulièrement pour acheter des livres et des fournitures scolaires. Un endroit neutre, comme il l'imaginait, où il pouvait se détendre, flâner et respirer un peu. Un lieu que des milliers de jeunes comme lui fréquentaient sans arrière-pensée. Mais ce jour-là, cet endroit, qui lui semblait si ordinaire, allait devenir le théâtre d'un incident qui allait bouleverser sa vie et résonner dans les recoins les plus sombres de sa ville. C'est ici, dans ce centre commercial, qu'il croisa le chemin de Karen Leclerc, une femme dont la présence allait s'avérer aussi fatale qu'insidieuse. Karen était une femme blanche d'une quarantaine d'années, issue d'une famille aisée, dont la vie semblait imprégnée d'une façade irréprochable. Directrice d'une organisation de charité qu'elle dirigeait avec un zèle admirable, elle était régulièrement invitée à des conférences et événements où elle dispensait des discours passionnés sur l'égalité des droits, sur l'importance de la diversité et de la solidarité. Cependant, derrière son image de bienfaitrice se cachait un monde d'ombre, une mentalité profondément ancrée et raciste qu'elle se refusait à voir. C'était une forme de racisme subtile, insidieuse, invisible aux yeux de ceux qui la côtoyaient. Elle ne se sentait pas particulièrement haineuse, elle croyait simplement, dans le fond, que certains groupes étaient intrinsèquement différents, qu'il y avait quelque chose de « moins » chez les personnes noires, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer mais qu'elle percevait. Elle n'était pas consciente du poison lent qu'elle distillait dans son esprit au fil des années, nourrie par des conversations confortables avec ses amis, ses collègues, sa famille, où des jugements sans fondement circulaient, où des clichés raciaux étaient lancés sans que personne ne s'en émeuve. Et elle en venait à oublier que ses idées étaient nourries par des stéréotypes et non par des expériences réelles. Ses préjugés se manifestaient subtilement dans ses actes. Elle avait tendance à ignorer les candidatures des personnes noires dans son organisation, à éviter les quartiers populaires, et à travers des gestes discrets mais réguliers, elle mettait en pratique ses croyances. Elle ne le voyait pas comme du racisme, mais plutôt comme une protection, un instinct de préservation.
Elle n'était même pas consciente de l'injustice qu'elle créait. Ce jour-là, alors que Jamal se dirigeait tranquillement vers un rayon de livres dans un centre commercial où elle faisait ses courses, Karen le remarqua. Il était absorbé dans ses recherches, son attitude calme et concentrée. Mais pour elle, tout cela ne comptait pas. Elle le voyait à travers le prisme de ses propres préjugés. La peau noire de Jamal, ses cheveux courts et soignés, son regard déterminé lui semblait menaçant, comme si sa simple présence était un défi à l'ordre qu'elle connaissait. Elle n'avait aucune raison logique de se sentir ainsi, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de le suivre du regard. Ses pas se firent discrets alors qu'elle le suivait dans les allées, ses pensées bouillonnant sans cesse. Pourquoi se comporte-t-il comme ça? Pourquoi ne semble-t-il pas gêné, comme la plupart des jeunes hommes noirs qu'elle avait vus dans les médias, toujours nerveux, toujours sur la défensive? Ses pensées étaient irrationnelles, mais profondément ancrées dans son esprit. Elle savait qu'il n'y avait aucune raison objective de le suspecter, mais elle se trouvait prisonnière de ses stéréotypes. Elle se plaça devant une étagère de livres, prétextant étudier les titres, mais dans sa main, elle serra quelque chose d'autre. Une boîte discrète contenant quelques grammes de cocaïne, soigneusement dissimulée dans son sac. Elle avait envisagé ce scénario dans sa tête plusieurs fois, depuis des mois, inspirée par des histoires qui circulaient parmi ses cercles sociaux, des histoires d'hommes noirs piégés par la police pour des délits qu'ils n'avaient pas commis, des pièges savamment orchestrés par des personnes comme elle, qui savaient comment manipuler les systèmes. Avec une précision glaciale, elle ouvrit son sac et glissa la boîte dans le fond du sac de Jamal pendant qu'il s'éloignait. C'était un geste furtif, presque instinctif. Aucun bruit, aucune trace, aucun mouvement suspect. Le bruit des pages des livres, les sons du centre commercial, tout cela camouflait le geste. Elle se recula ensuite, se cachant derrière un pilier, son cœur battant dans sa poitrine. Elle attendait, presque euphorique. Jamal, quant à lui, ne se doutait de rien. Il continua à parcourir le centre commercial, choisissant ses livres avec calme, s'éloignant de l'endroit où Karen se cachait. Il se rendit à la caisse, où il paya sans hâte. Son regard croisa brièvement celui de Karen, mais il n'y prêta guère attention. Il n'avait aucune idée du piège qu'on venait de lui tendre. Il quitta le centre commercial sans savoir que cet instant banal allait bouleverser sa vie à jamais. À quelques rues du centre commercial, alors qu'il marchait tranquillement, il se fit arrêter par 2 policiers. Leurs visages étaient fermés, leurs gestes décidés. L'un des policiers, un homme au regard froid nommé Anderson, s'approcha de lui et prononça ces mots qui allaient marquer le début de sa descente dans un cauchemar. « Excusez-moi, monsieur Carter, mais nous devons procéder à une vérification. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Jamal, une pointe de confusion dans la voix. « Nous avons reçu un signalement, » répondit Anderson, et il commença à fouiller son sac. Le regard des policiers ne fléchit pas, et la boîte de drogue fut trouvée, comme si elle avait toujours fait partie de l'histoire. Le sac de Jamal n'avait plus aucune importance. Il était désormais accusé de délit. Les policiers, sans poser la moindre question, le menottèrent et le conduisirent au poste. Jamal ne comprenait toujours pas. Il n'avait pas vu Karen, ni entendu les rumeurs ou les insinuations qui avaient nourri ce piège. Tout ce qu'il savait, c'était que le système venait de le broyer, et il n'était qu'un pion dans une machination bien plus grande que lui. La nouvelle de l'arrestation de Jamal, le fils du général Elias Carter, fit rapidement le tour de la ville, créant une onde de choc dans la communauté. Dans un premier temps, la plupart des habitants pensèrent qu'il s'agissait d'un malentendu. Après tout, Jamal était un jeune homme issu d'une famille de distinction, avec des antécédents irréprochables. C'était l'image même du succès, brillant, respecté et bien éduqué. Il n'avait jamais donné de raison de douter de sa conduite, et pourtant, le voilà accusé de trafic de drogue, une accusation aussi farfelue qu'injuste. Mais les preuves matérielles semblaient accablantes. La drogue trouvée dans son sac, les témoins qui confirmaient qu'il avait bien été dans la zone où elle avait été dissimulée. Les éléments s'accumulaient et l'innocence de Jamal paraissait de plus en plus éloignée. Face à cette situation, le général Elias Carter, un homme d'honneur respecté dans l'armée et au-delà, ne se laissa pas abattre. Il demanda à ce que l'affaire soit prise en charge par les meilleurs avocats, des experts dans la défense des droits civils. Mais plus les jours passaient, plus les accusations contre son fils prenaient de l'ampleur, et plus Jamal était exposé à la stigmatisation. Les médias locaux s'emballèrent, alimentant la rumeur avec des spéculations qui ne faisaient qu'aggraver la souffrance de la famille Carter. La communauté se divisait. D'un côté,
ceux qui considéraient que le nom de Carter, synonyme de prestige et de respect, ne pouvait être entaché par une accusation aussi basse. De l'autre, ceux qui n'avaient Dieu que pour la couleur de la peau de Jamal, convaincus qu'il était coupable par défaut. Karen, de son côté, se sentait victorieuse. Son plan avait fonctionné plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé. Le fils d'un homme aussi puissant que le général Carter était désormais piégé. Elle se disait qu'elle avait agi par pure justice, une sorte de rééquilibrage pour une société qu'elle jugeait menacée par l'ascension de certains individus. Mais avec le temps, un malaise s'installa progressivement dans son esprit. Lorsqu'elle apprit que Jamal était le fils du général Carter, elle ressentit une vague de culpabilité, mais son orgueil et ses préjugés la maintinrent dans une forme de déni. Elle se justifiait, se rassurait, c'était pour une bonne cause. Mais au fond, une petite voix lui chuchotait que ce qu'elle avait fait n'était rien de moins qu'un acte de haine, et elle savait que le temps viendrait où elle devrait en payer le prix. Les choses prirent un tournant majeur lorsque Samuel Alvarez, l'avocat de la défense, obtint une confrontation en privé avec les responsables du centre commercial. Grâce à son expertise et à une série de fouilles de sécurité minutieuses, il mit la main sur un détail clé, une vidéo de surveillance où l'on apercevait Karen Leclerc, dissimulée derrière un étalage, observant Jamal d'un air calculateur avant l'incident. Puis, un mouvement furtif dans un rayon à proximité, où la drogue était discrètement déposée dans le sac de Jamal, confirma les soupçons. Alvarez, déterminé à dévoiler la vérité, poursuivit ses recherches et découvrit d'autres comportements similaires de Karen dans le passé, où elle avait abusé de sa position et manipulé des situations pour discréditer des individus qu'elle considérait comme des menaces. La toile de fond de ses actions se dessinait ainsi, une haine profondément enracinée qui ne s'exprimait pas seulement par des actes isolés, mais par un mode de vie. Le procès qui suivit fut un moment de vérité. Jamal, accablé par la pression médiatique et les humiliations publiques, se retrouva face à l'orgueil démesuré de Karen. Lorsqu'elle fut confrontée à la réalité des preuves accumulées contre elle, elle tenta de se défendre, mais ses paroles sonnèrent vides. Elle nia d'abord, puis, sous la pression des révélations, avoua finalement son acte, expliquant qu'elle n'avait pas seulement voulu accuser un jeune homme noir innocent, mais aussi frapper là où cela ferait le plus mal à l'une des figures les plus respectées de la ville, son père. L'avocat d'accusation souligna la gravité de la manipulation raciste et la volonté de détruire une famille entière par un simple geste machiavélique. Lorsque la sentence fut rendue, la ville se retrouva à un carrefour moral. Jamal fut libéré de toutes les accusations, mais le coût de cette épreuve ne se mesura pas en termes juridiques. Le général Carter, bien qu'heureux de voir son fils innocenté, réalisa que l'injustice raciale était un combat plus complexe que celui que l'on pouvait mener dans une salle d'audience. C'était un combat qu'il fallait mener dans les rues, dans les cœurs des gens, dans leur conscience. Il décida alors de ne pas se contenter d'un simple triomphe juridique. Avec Jamal, ils mirent en place une organisation de défense des droits civils, qui se consacrerait à la lutte contre le racisme systémique et l'injustice sociale. Jamal, quant à lui, marqua un tournant dans sa vie. Son cœur restait lourd de l'expérience qu'il avait vécue, mais il en sortait plus fort, plus déterminé à militer pour un monde plus juste. Son père, avec sa stature imposante et son vécu de militaire, apporta une autorité indiscutable à leur cause, mais c'était la voix de Jamal, de ce jeune homme qui avait traversé l'humiliation publique, qui résonnait avec une force particulière. Ensemble, ils formèrent un duo inébranlable, prêt à se battre pour un monde où les hommes seraient jugés sur leurs actions, et non sur la couleur de leur peau. Quant à Karen, elle fut condamnée à une peine de prison pour ses actes criminels. Mais même cette peine, bien qu'elle fût une forme de justice légale, ne suffisait pas à réparer le tort qu'elle avait causé. Jamal, fort de ses nouvelles convictions, savait cependant que la véritable justice ne se trouvait pas seulement dans les tribunaux, mais dans la capacité à continuer de se battre pour ce qui est juste, chaque jour, dans le monde réel. Et c'est ainsi que le véritable chemin vers la rédemption commença, non seulement pour Jamal, mais aussi pour toute la communauté.